Cette présentation sera axée sur le lien entre les géants et la conspiration que nous connaissons sous le nom de Tartarie. Je tiens à préciser que je ne parle pas seulement de Tartarie ou de Tartaria comme d'une civilisation russe passée. Je creuse un peu plus en profondeur lorsque je dis Tartaria. Je fais vraiment référence à l'Empire mondial, arien passé. Cette vidéo va regrouper beaucoup d'informations sur ma chaîne au sujet des géants. Alors commençons. La fausse cosmologie. Pour commencer, nous devons d'abord nous pencher sur ce qu'est la cosmologie. Je sais que je m'adresse à une variété de personnes différentes. Nous avons des gens qui ont creusé loin au fond du trou du lapin. Et puis on a des débutants qui sont de deux états. Il y a les débutants curieux, puis on a aussi le débutant qui ne pense pas qu'il est un débutant. C'est-à-dire des gens qui sont allés à l'école, qui ont étudié l'histoire et la Bible. Et puis, si quelque chose vient contrarier leur système de croyance, ils réagissent par la peur en disant que c'est de la foutaise. Et ces personnes sont également des débutants, parce qu'elles n'ont pas encore commencé leur voyage de découverte de la vraie nature de la réalité, qui n'est découverte que par une curiosité véritable et sincère. Pour que tout le monde dans l'auditoire accepte le matériel que je suis sur le point de présenter, j'ai besoin que vous abandonniez votre cosmologie. Pour un instant, pouvons-nous supposer que peut-être que l'esprit humain est incapable de vraiment saisir la nature de cette réalité ou la nature de Dieu? Et si c'est le cas, alors oubliez ce que vous savez être vrai, y compris ceux d'entre vous qui sont très résistants à ce matériel. La plaine des Jars, dans le nord du Laos, a été le lieu où l'on a largué le plus de bombes que nulle part ailleurs. Avant la guerre, quelques 50 000 personnes vivaient ici, dont beaucoup appartenaient au peuple Hmong, une tribu ethnique des collines. D'après une ancienne légende locale, ces jars ont été créés par une race de géants qui les utilisait pour brasser de l'alcool de riz lors de la célébration d'une bataille difficile mais victorieuse. Le plus célèbre d'entre eux était peut-être Goliath, le Philistin, l'un des 5 frères géants. Vandal Jones est un archéologue hostile bien à lui. Il a passé sa vie à la recherche de Goliath et de l'Arche d'Alliance, dont le livre saint juif du Midrash nous dit qu'elle a permis à l'humanité de s'épanouir. Goliath s'est frayé un chemin à travers les soldats israéliens. Il a couru vers l'arche, il l'a prise sur son épaule et il l'a ramenée au camp philistin. En 1912, les éleveurs ont commencé à venir dans cette grotte isolée près de Lovelock, dans le Nevada, pour en extraire du fumier de chauve-souris, un puissant fertilisant. À l'intérieur, une surprise les attendait. Ils ont commencé à creuser 10 à 15 pieds de fumier qui était ici dans cette cave et ils ont commencé à découvrir des artefacts inhabituels. Ils ont trouvé des appâts pour canards et des paniers, d'autres objets pour la chasse et la pêche dans le lac voisin qui est maintenant asséché. Mais ils ont fait également des découvertes très étranges. C'étaient des géants aux cheveux roux qui avaient été momifiés. Et ces géants mesuraient entre 6 pieds et demi et 7 pieds de haut. La plupart du temps, ils étaient momifiés, enveloppés comme des momies égyptiennes. Ils avaient de longs cheveux roux qui leur descendaient jusqu'aux épaules. Les éleveurs ne pouvaient pas l'expliquer, c'était la chose la plus étrange qu'ils aient jamais vue. Mais les Indiens Paiutes, qui vivaient dans le coin, savaient tout à ce sujet. En effet, en 1883, Sarah Winmucca, une princesse indienne Paiute, a écrit un livre intitulé « La vie chez les Paiutes ». Dans ce livre, elle parle des géants aux cheveux roux qui vivaient autour de ce lac et dans cette grotte. Elle affirmait qu'ils étaient cannibales. Cette tribu mangeait les morts. Ils faisaient la guerre à mon peuple. Mon peuple s'est mis au travail et a ramassé du bois pour remplir l'entrée de la grotte. Enfin, mon peuple y mit le feu et leur cria « Abandonnez ou vous mourrez !» Mais aucune réponse ne vint.
Les légendes de géants hantent l'humanité depuis que les conteurs ont commencé à raconter des histoires. On trouve des histoires de géants dans presque toutes les cultures, et il y a une sorte de mythe de base qui relie ces histoires entre elles, à savoir l'idée qu'il y avait une race plus ancienne, dans un temps avant le temps. Le monde était peuplé d'une race de géants et que lorsque la race humaine est arrivée, eh bien elle a dû se battre avec ces géants pour trouver sa propre place dans le monde. Ce que vous observez est un sujet roux, mais pas n'importe quelle roue. Il s'agit d'un crâne allongé, conservé au musée d'histoire de Paracas au Pérou. Comme vous pouvez le constater, la couleur des cheveux n'est pas indienne. Les cheveux indiens sont noirs. Les Amérindiens, les natifs américains donc, ont des cheveux noirs. Mais cet individu n'a pas les cheveux noirs. Les géants dans les mythes et légendes. Les mythes du monde entier parlent d'une race de géants. La citation la plus célèbre est tirée de la Bible. Les Néphilim étaient sur la terre en ce temps-là, et aussi après, lorsque les fils de Dieu entrèrent chez les filles des hommes et elles leur donnèrent des enfants, ce furent les héros d'autrefois, les hommes de renom. Genèse chapitre 6 verset 4. Jotuns ou Jotuns dans la mythologie nordique sont les premiers êtres vivants et le premier de ces géants était un géant appelé Ymir, et c'est à partir du cadavre d'Ymir que le monde a été créé. Un Jotun est un géant doté d'une force surhumaine qui vit dans le pays de Jotunheim, l'un des 9 mondes de la mythologie nordique. Jotunheim est principalement constitué de rochers, de montagnes, de terres sauvages et de forêts denses. Les géants se nourrissent principalement de poissons dans l'eau et d'animaux dans les forêts denses, car il n'y a pas de terre fertile. Tout comme Platon avait cité la légende égyptienne de l'île engloutie de l'Atlantide, l'historien grec Hérodote a mentionné la légende égyptienne du continent d'Hyperborée, situé dans l'extrême nord. Lorsque les glaces ont détruit cette ancienne terre, ses habitants auraient migré vers le sud. Dans la mythologie grecque, le peuple hyperboréen vivait au-delà du vent du nord. Les Grecs pensaient que Borée, le dieu du vent du nord, l'un des anémois ou vents, vivait en Thrace, et l'Hyperborée désigne donc une région située loin au nord de la Thrace. Cette terre a été décrite comme parfaite, avec un soleil qui brille 24 heures sur 24, ce qui suggère une localisation dans le cercle arctique. Selon le poète grec classique Pindare, jamais la muse n'est absente de leur chemin, les lyres résonnent et les flûtes crient, et partout les cœurs de jeunes filles tourbillonnent. Ni la maladie ni la vieillesse, amère, ne se mêlent à leur sang sacré. Loin du travail et de la bataille, ils vivent. Ces légendes nordiques font référence au pôle Nord. Les histoires anciennes de toutes les grandes nations et religions du monde mentionnent une époque où plusieurs races d'hommes vivaient dans un paradis tempéré situé dans ce qui est aujourd'hui le pôle Nord. Toutes les races anciennes ont parlé de l'Hyperborée comme d'un paradis, d'une région du Jardin d'Éden. Dans ma dernière vidéo, j'ai fait le lien entre l'Hyperborée et l'Irlande. Je veux faire ces vidéos étape par étape, surtout en ce qui concerne la cosmologie. Je ne peux pas mettre toutes les informations dans une seule vidéo, cela deviendrait trop compliqué. Mon but est d'aider tout le monde à relier les points plus facilement. La véritable Hyperborée se trouve au-delà du pôle Nord. Je sais que beaucoup d'entre vous viennent d'une cosmologie de la boule ronde, mais pour comprendre pleinement les géants, je pense qu'il faut s'aventurer dans la cosmologie de la Terre plate. Je veux aller plus loin dans les vidéos pour expliquer complètement, mais pour l'instant, je vais supposer que vous en avez une compréhension de base. Je suppose également que vous vous rendez compte que la société de la Terre plate, donc de Flat Earth Society, est une escroquerie visant à faire passer les personnes qui s'intéressent à la Terre plate pour des gens absolument ridicules. Au nord se trouve un anneau de glace qui, pendant l'été ou pendant certaines phases, fondra et il y aura une ouverture par laquelle ces êtres pourront entrer dans notre royaume. Dans ma dernière vidéo, j'ai fait le lien entre l'Hyperborée et l'Irlande. L'Irlande a été latinisée sous le nom d'Hibernia, car c'est là que les géants ont débarqué et se sont installés après avoir été chassés de leur royaume. Vous constaterez également que ces géants sont représentés sous les traits d'Ariens. Les Élus. Il s'agit d'une race de rois mésopotamiens dont on dit qu'ils sont les descendants des dieux.
Encore une fois, élu est un titre de cour royale qui se traduit par ceux qui brillent. On pense que le mot élu est à l'origine du mot Elohim, que l'on traduit généralement par les fils de Dieu. Les Elohim sont considérés par certains comme des synonymes de Néphilim de la Genèse. Les Ari, il s'agit d'une race de rois dieux sumériens. Ari est un titre royal qui signifie ceux qui brillent. De nombreux sceaux sumériens les représentent comme des hommes de stature gigantesque, avec d'étranges têtes allongées ou coniques. Ils sont souvent plus grands que les membres de leur cour, même lorsqu'ils sont représentés assis sur des trônes. Les représentations des Anunnaki correspondent à la description des Ariens comme étant extrêmement grands, à la peau pâle, aux yeux bleus, aux cheveux clairs, à la longue barbe et au crâne allongé. D'autres thèmes et archétypes culturels correspondent à d'autres cultures ariennes, comme leur association avec le culte du soleil et les technologies avancées. Viracocha est un autre dieu blanc et barbu d'Amérique du Sud, également représenté avec un crâne allongé et qui a été crédité de l'établissement de la culture des Incas. Il était considéré comme le dieu du soleil et représenté avec une couronne de rayons autour de la tête. Un autre lien avec les êtres brillants est la religion archétypale des anciens Ariens. Kukulkan avait une forme humaine et une forme de serpent à plumes. Kukulkan se transformait en un homme de taille géante, aux longs cheveux blancs et à la peau blanche. Plus intéressant encore, il était représenté avec un crâne extrêmement large et allongé. Les écrits des Mayas, comme le Codex de Dred, et les sculptures de ce que l'on pense être Kukulkan dépeignent un personnage à l'allure très européenne, totalement différente de celle des Mayas. Les légendes indiennes Paiute décrivent une race de géants aux cheveux roux appelés Sitka. Comme leur homologue aux cheveux roux, les Ronang Wetuwanka de la vallée de l'Oyo, les Sitka étaient les ennemis de nombreuses tribus indiennes de la région et selon les Paiute, ils étaient hostiles et belliqueux. Pendant de nombreuses années, les Sitka et les Paiute ont été en guerre et après une longue lutte, une coalition de tribus a piégé les derniers Sitka dans la grotte de Lovelock. Comme ils refusaient de sortir pour se faire massacrer, les Indiens ont empilé des broussailles devant l'entrée de la grotte et y ont mis le feu, tuant ainsi les Sitka. En 1911, des mineurs de guano ont découvert des objets préhistoriques dans la grotte de Lovelock au Nevada, la même grotte dans laquelle, selon la légende Paiute, les Sitka ont été massacrés. Des momies aux cheveux roux et des restes de squelettes mesurant entre 1,80 m et 2,50 m ont été découverts dans la grotte. Le mot Anakim se traduit par les descendants d'Anak ou Enoch, le fils de Caïn, et était un autre nom pour les veilleurs, The Watchers. Bien qu'il ait été dit que le déluge avait été envoyé pour les détruire, il y avait encore des villes entières d'Anakim en Canaan à l'époque de Moïse. Les espions envoyés par Moïse pour repérer les forteresses Anakim ont rapporté que les Anakim étaient si grands que les Hébreux semblaient des sauterelles en comparaison. Le chroniqueur juif Joseph affirme que, même à son époque, il n'était pas rare que des gens déterrent des restes de squelettes gigantesques. 2 races de géants sont censées descendre de Canaan, qui vivaient dans un royaume souterrain appelé Arca. L'affirmation de la Genèse, selon laquelle en ces jours-là et après, il y eut des géants sur la terre, est en fait une mauvaise traduction des textes hébreux originaux. La traduction réelle indique qu'il y avait des géants sur la terre. La découverte de la ville souterraine de Cappadoce se situe dans une région traditionnellement associée aux cousins amorites du nord des Cananéens. Ibérius, selon certaines sources ésotériques, il aurait été le frère du titan Albion et se serait rendu en Espagne après le déluge. De même, l'Espagne aurait été nommée pendant des siècles Iberia en son honneur. Le peuple basque du nord de l'Espagne est sans aucun doute le descendant de cette migration. Il est souvent fait référence aux Celtes et aux Ibères comme étant de grande taille, et je crois que cette ancienne race de géants est venue du nord, ou du Jardin d'Éden. C'est là que vivent les dieux et cela aurait un sens avec l'histoire d'Aria que nous avons apprise. Ce doit être la terre des dieux ou la terre des Olympiens, Aude comme dit Pindar. Les géants ont débarqué en Irlande avec leur groupe sanguin spécifique et leurs connaissances en astrothéologie, mathématiques, ingénierie et en navigation. C'est de là que viendrait le rhésus négatif des groupes sanguins. Au début du XXe siècle, on a découvert que tous les sangs étaient de l'un des 3 types suivants, A, B, O. Les Basques ont la plus forte concentration de type O négatif au monde et ils ont d'ailleurs une très forte concentration de groupe O en Europe, l'une des plus fortes, et encore plus encore dans les régions reculées où la langue est la mieux préservée, comme en Soule. La plupart des autres sont de type A et le B est extrêmement rare chez les Basques.
Après avoir découvert que les Irlandais, les Écossais, les Corses et les Crétois présentaient également une incidence anormalement élevée de type O, les spéculations sont allées bon train sur le fait que ces peuples étaient d'une manière ou d'une autre apparentés aux Basques. Mais en 1937, on a découvert le facteur Rhésus, plus connu sous le nom de Rhésus positif ou négatif. On a constaté que les Basques avaient la plus forte incidence de sang Rhésus négatif de tous les peuples du monde, nettement plus élevée que dans le reste de l'Europe et même nettement plus élevée que dans les régions voisines de la France et de l'Espagne. Dans une autre vidéo, j'aborderai la question de l'ADN et je pourrai développer davantage l'idée des hybrides, les géants et l'architecture. Maintenant que nous avons une connaissance de base des géants et de leur origine, nous pouvons formuler d'autres hypothèses. Si ces géants sont liés à l'ADN scandinave ou au groupe sanguin pur RH négatif, nous pouvons supposer qu'il existe un lien. Dans mes autres vidéos, je parle des origines de la Tartarie et de son lien avec les anciens Irlandais ou la race aryenne. Il existe un livre intéressant intitulé L'histoire des Amérindiens, dans lequel j'ai trouvé quelque chose de très intéressant sur la Tartarie. Le texte est le suivant. On ne pouvait pas non plus se rendre en Amérique par le nord en passant par la Tartarie ou l'ancienne City, qui, de par sa situation, n'a jamais été ni ne pourrait être une puissance maritime. Il est tout à fait impraticable pour quiconque de venir en Amérique par la mer à partir de ce quartier. Je vais laisser le livre dans la description, mais ce qu'il dit, c'est qu'il est impossible pour la Tartarie de venir en Amérique par le Pacifique. Il dit très clairement que la Tartarie est l'ancienne City. Une autre preuve reliant la Tartarie à l'Irlande, de Michael Tsvarion. Nous pensons que les Israélites, ou Hyksos, étaient des sites déplacés d'Irlande pendant le grand âge de la catastrophe. Nous pensons qu'ils étaient les rois bergers des terres étrangères, que les historiens ont eu tant de mal à identifier. Nous pensons qu'ils avaient plusieurs communautés en Égypte et qu'ils étaient à l'origine, avant leur déplacement physique, d'origine irlandaise. Il devient évident que ces bâtiments ont été construits par des hommes de plus grande stature. Il suffit de regarder la plupart de ces bâtiments pour se rendre compte qu'ils ont été construits par des géants, pour des géants. Je ne pense pas que certaines personnes réalisent à quel point ces temples sont énormes. Et qu'est-il arrivé aux géants ? J'ai de multiples théories sur ce qui s'est passé exactement. La première, la plus évidente, est qu'elle a été systématiquement supprimée de notre histoire. Je pense qu'il s'agit d'une dissimulation de la part du Smithsonian, où tous les restes ont été complètement enlevés et entreposés. C'est donc l'explication de base. Ensuite, nous abordons les cataclysmes, les cycles de conscience, les hybrides, l'ADN pur et non pur, les reptiliens, les archontes manipulateurs, génétiques, hybrides, l'enlèvement. Maintenant, j'expose tout cela pour que les personnes au courant sachent à quoi je fais référence et que les autres sachent ce que je développerai dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, je souhaite que cette vidéo reste une introduction sur la thématique des géants. Prenez celle-ci comme un simple exercice de la pensée critique. Je veux la relier aux autres vidéos de ma chaîne et je pense qu'elle peut vraiment nous aider à comprendre cette conspiration tartare. Je le dis ainsi parce que je pense que certains s'attardent trop sur la sémantique. Lorsque je parle de Tartarie ou de Tartaria, je parle plutôt d'un ancien empire arien. Voilà, j'espère que cette vidéo a aidé à relier certains points. J'apprécie vraiment le soutien, donc merci à ceux qui participent aux commentaires. Faites-moi savoir ce que vous pensez afin que je puisse continuer à relier toutes les pièces du puzzle. Voilà, plus de contenu arrive bientôt, restez connectés et que nos esprits soient dévoilés. Lâchez tout ce que vous pensez être vrai. Détendez votre esprit et posez-vous la question. Est-ce que je comprends vraiment ce qu'est cette réalité ?